deuxième édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une de ce 22 avril, plus de 13 millions de dollars américains déjà dépensés en moins de 6 mois pour la sécurité, mais les résultats tordent. Depuis l'arrivée de Ramon Normil à la tête de la PNH, des millions ont été alloués à l'achat d'armes et aux opérations sur le terrain. Pourtant, les gangs continuent de semer la terreur et l'insécurité s'aggrave. À Port-au-Prince, la crise humanitaire a provoqué le déplacement de plus de 1,2 million de personnes qui vivent désormais dans la précarité. L'OPC tire la sonnette d'alarme. Le protecteur du citoyen appelle à un sursaut national en faveur des déplacés. Parallèlement, dans le département du Centre, l'OIM recense plus de 51 000 déplacés entre le 31 mars et le 17 avril 2025 dans la ville de Mirebalais et de Sodo. Des chiffres repris par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Depuis l'arrivée de Ramon Normil à la tête de la PNH, plus de 13 millions de dollars ont été débloqués pour financer les opérations sécuritaires. D'après un document administratif consulté par Télémétropole et confirmé par des sources proches des autorités, environ 2,5 millions de dollars ont été alloués aux récentes interventions menées dans l'Artibonite, à Keskov et dans le plateau central. Parallèlement, plus de 11 millions de dollars ont été consacrés à l'achat d'armes, de munitions et d'équipements pour renforcer les capacités de la PNH. Selon des sources concordantes, le directeur général de la police aurait exigé la remise directe des 2,5 millions destinés aux opérations. À noter que ces dépenses n'incluent ni les salaires des policiers, ni les frais d'entretien des véhicules de service, ni les coûts liés à l'alimentation, ce qui pourrait faire grimper considérablement le total de dépenses engagées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Malgré ces fonds importants, 13 millions déjà engagés sur un budget prévisionnel de plus de 35 millions de dollars récemment révisé, les résultats tardent à se faire sentir sur le terrain. Les groupes armés continuent d'étendre leur emprise, semant la terreur et massacrant la population en toute impunité. Près de 12 millions de dollars ont été débloqués entre janvier et avril 2025 pour l'achat d'armes et de munitions en faveur de la PNH dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, affirme le ministre de la Justice, Patrick Pélissier, lors d'un atelier sur les crimes fonciers en Haïti. Saluant le courage des agents de la PNH face à l'insécurité, le numéro 1 de la justice s'est limité à cette révélation, sans émettre d'accusation ni soulever de questionnement quant à l'utilisation de ces fonds. Entre-temps, la situation sécuritaire s'est-elle améliorée dans la capitale ou les groupes armés continuent-ils de circuler librement? Rodolphe Fierluy nous en dit plus. Le ministre de la Justice, Patrick Pélissier, a ouvert une petite parenthèse lors de son intervention à l'atelier sur l'insécurité foncière en Haïti pour parler de celle qui ronge la société haïtienne de l'intérieur. C'est l'insécurité. Et le ministère de la Justice, le gouvernement, le CPT ont fait de l'insécurité leur priorité. Le numéro 1 de la justice révèle l'appui financier apporté à la PNH au cours de ces derniers mois dans le but de mieux équiper les agents de terrain de l'institution. Mois passé à seulement, nous signons pour la police 12 millions de dollars américains pour achat matériel, armes, pour le combattre l'insécurité. Pour moi, ça, avril là, qui peut finir là, nous avons décaissé 150 millions de gouttes. Ça veut dire que nous avons plus que 11 millions de dollars américains pour la police mener opération. Au total, 12 millions de dollars ont été décaissés pour la PNH dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, pour paraphraser le ministre de la Justice. Patrick Pélissier a fait ces révélations tout en se gardant de faire des commentaires.
Des voix officielles de la PNH se sont élevées à maintes reprises pour dire que l'institution manque de moyens, mais aucune d'entre elles, entre janvier et avril 2025, n'ont pipé mot sur ces décaissements. Nous apportons notre appui à la police nationale d'Haïti et nous profitons de chaque occasion pour féliciter, pour encourager les vaillants policiers qui chaque jour se trouvent sur les fonds. Allons-nous finalement avoir de résultats concrets contre l'insécurité ou continuerons-nous à entendre que la PNH manque de moyens? Une autre forme d'insécurité qui préoccupe le ministre, comme souligné précédemment, c'est celle dite foncière. Des mesures seront prises au terme de ces 3 jours d'atelier, garantie donnée par l'homme de loi. Les gens qui sont dans la diaspora, qui arrivent construire un caille pour venir prendre retraite, pour un seul jour, pour perdre, ça n'est pas possible. Nous mettons en place un ensemble de cellules au niveau de tout paquet qui est dans le pays et nous demandons pour ces cellules ça ont été actifs, pour ces cellules ça continuer de travailler. Pendant ce temps, nous avons discuté avec le ministère des Affaires étrangères pour nous aider dans quelle mesure les gens qui sont dans la diaspora, qui ont des dossiers de ce genre, qui sont capables de déposer dans différents consulats, ambassades, pour que, par valise diplomatique, acheminer dans le ministère là, sur une cellule qui a traité la question. Le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, est clair et précis. Des montants sont alloués à la PNH en vue de mieux faire face aux groupes armés lors des déploiements entre janvier et avril 2025. Entre les propos du ministre et ceux de la PNH, existe-t-il un fossé? Entre-temps, durant cette même période, les groupes armés continuent d'imposer leurs lois et jusqu'à présent, ils font des victimes. Pourquoi le ministre Patrick Pellissier a fait ces révélations dans le cadre d'un atelier? C'est là la grande question. Abordons à présent la crise humanitaire. Selon un rapport alarmant de l'Office de la protection du citoyen, plus de 1,2 million de personnes ont fui la violence armée à Port-au-Prince, vivant désormais dans des conditions précaires, dans des sites improvisés. Installées dans des bâtiments publics inadaptés, ces familles manquent d'eau, de soins et de protection, tandis que l'État reste absent face à cette crise humanitaire. L'OPC alerte sur les risques sanitaires, la vulnérabilité accrue des femmes et des enfants et appelle à une réponse urgente, structurée et respectueuse des droits des déplacés qui demandent non pas de l'aide, mais la reconnaissance et la présence d'un État responsable. Le protecteur du citoyen, maître Jean-Wilner Morin, est notre invité. Magistrat Jean-Wilner Morin, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir Rose Berlin, c'est avec plaisir de revenir en terrain connu. Bon, justement, nous sommes ici pour aborder une question fondamentale, une grave conséquence de cette violence des gangs qui ne cessent de gangréner le pays, le déplacement massif interne des Haïtiens. L'OPC, justement, a publié un rapport de 67 pages où vous dressez un sombre tableau de la situation des personnes qui sont déplacées. Avant même d'en parler, avant d'entrer dans le vif du sujet, quels sont donc les objectifs de ce rapport ? Alors, pour parler de l'objectif de ce rapport, il faut d'abord vous dire que l'Office de la protection du citoyen, c'est une institution constitutionnelle, mais qui est régulée par la loi de 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen. Et dans le cadre des définitions, les contenus dans la Constitution et également dans la loi de 2012, l'Office de la protection du citoyen est là pour défendre les droits des personnes, des citoyens victimes des abus de l'administration publique. Mais aussi, nous pouvons avoir le regard sur les droits humains en général, même lorsqu'ils ne concernent pas et les droits des personnes victimes des abus de l'administration publique. Et nous avons aussi, dans nos attributions, de faire des recommandations au gouvernement, à l'État dans son ensemble, sur telle ou telle situation et en rapport aux droits de la personne. C'est dans ce cadre-là
qu'on a constaté la situation de violence en Haïti, l'insécurité dans son ensemble, et nous avons compris que le phénomène de déplacement des personnes, de quitter leur quartier, de quitter leur maison, de quitter leur famille pour se réfugier particulièrement dans un espace avec d'autres inconnus, d'autres personnes qui ne sont pas de leur famille, c'est un phénomène que nous disons que nous devons considérer, étudier et faire des recommandations au gouvernement afin d'apporter solution à ce problème. Voilà. Votre étude, donc l'étude sur la protection du droit des personnes déplacées, la première question, donc, qui va concerner ce rapport précisément, est-ce que vous avez un chiffre précis du nombre de déplacés que nous avons aujourd'hui? Ah non, c'est pas... Quel que soit le chiffre qu'on vous donne, ce ne sera pas vraiment un chiffre objectif, ni exhaustif. Pourquoi? C'est parce que il y a tellement de personnes déplacées dans le pays. Il y a une catégorisation des personnes déplacées. Il y a des personnes déplacées de Port-au-Prince pour aller dans d'autres villes de province. Si vous allez aujourd'hui dans le nord, les villes du nord sont regorgées de Port-au-Princiens. Si vous allez dans le sud aussi, les villes du sud, les différentes villes du sud ont accueilli beaucoup de Port-au-Princiens. Sans omettre aujourd'hui le département du centre, qui est aujourd'hui c'est un département où on compte aussi des gens déplacés, des personnes déplacées. Parce que des gens sont bien obligés de quitter Mirbalais, de quitter Sodo pour aller à Hinche, pour aller à Las Caobas et aussi dans le nord. Donc il y a cette première catégorie des personnes déplacées qui laissent Port-au-Prince, qui laissent le foyer de la violence pour se rendre dans une autre ville. Il y a une deuxième catégorie de personnes déplacées. C'est une personne déplacée et accueillie par un ami, par un membre de sa famille, ou du moins par n'importe quelle personne qui ne soit pas forcément une connaissance. Il y a aussi les personnes déplacées, mais qui ont un petit moyen, qui, avec leur salaire, avec ce qu'un parent de l'étranger envoie à cette personne, elle loue une petite pièce de maison, un petit appartement dans un endroit, entre parenthèses, sécure. Maintenant, il y a la quatrième catégorie. Il y a plus de 4 catégories, mais moi je m'arrête à la quatrième catégorie. Et ce sont ces gens-là qui ont laissé leur maison, leur quartier, leur famille pour aller se réfugier dans une administration publique, dans une institution publique, dans une école, dans une maison privée, dans un terrain vague et vide. Donc ces gens-là se sont rassemblés dans un camp, dans un site de déplacement. Et ces personnes-là n'ont pas demandé à se déplacer. Il y a une situation qui ont poussé ces gens à se déplacer. Et votre étude se porte principalement sur cette catégorie, donc la catégorie qui vivent dans des camps, dans des sites. Vous en recensez combien ? Écoutez, il y a beaucoup plus de sites, mais l'OPC, nous avons dénombré à peu près 33. Que nous avons pu visiter. Dans la région métropolitaine. Dans la région métropolitaine. Donc, à partir de cette 33, on a dénombré plus de 1 200 000. 1 200 000 personnes. Exactement. Qui vivent dans 33 sites. Je dirais oui, à peu près. Et votre étude parle justement de la situation de ces personnes. Vous les avez rencontrées, votre équipe les a rencontrées. Quels ont été les points forts de leur message ? Écoutez, c'est peut-être la réponse que n'importe quel citoyen et lambda vous donne aujourd'hui. Et c'est faire revenir la paix dans le pays, que les autorités prennent les mesures nécessaires pour sécuriser la population, c'est la sécurité, parce que je vous l'ai dit au sommaire de notre conversation, et la personne qui est déplacée,
C'est quelqu'un qui avait une maison, qui avait une famille et qui avait entretenu avec ses voisins et les gens de son quartier une très bonne relation. C'est quelqu'un qui avait un petit commerce. C'est quelqu'un qui travaillait dans les usines. C'est un professeur d'école, c'est un enseignant qui est déplacé. Lui, il n'a pas demandé, comme je l'ai dit, de se déplacer. Il demande aujourd'hui de retourner dans son quartier. Et comment retourner dans son quartier quand ce quartier est occupé par des gangs armés? Il faut repousser les gangs armés. Il faut neutraliser les gangs armés. Il faut faire taire les armes. Et comment faire taire les armes? Il va falloir que les autorités constituées prennent la décision de monter un plan de sécurité, d'adopter des stratégies pour faire échec au plan des gangs armés. Votre étude dépeint la triste réalité que vivent ces déplacés quotidiennement. Vous en avez donné plusieurs exemples, notamment l'hygiène, pour ne citer que cela. Parlez-nous un petit peu des conditions précaires. Comment est-ce que vous, en tant que protecteur du citoyen, vous avez vécu toute cette souffrance que vivent les Haïtiens? Écoutez, les conditions sont indescriptibles. Je n'ai pas d'adjectif, je n'ai pas de mots pour qualifier les conditions dans lesquelles vivent ces gens. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de sanitation. Pardonnez-moi, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau potable, je l'ai dit. Mais la pire des choses, ce sont des gens qui vivent dans un espace tout exigu et ils sont nombreux à vivre dans cet espace, à dormir dans un espace très restreint. Au point de vue de santé, c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais aussi au point de vue d'autres formes de sécurité. Par exemple, une adolescente qui germe aujourd'hui, alors vous comprenez quand je dis qui germe, qui est en train de grandir aujourd'hui, qui est obligée de dormir à la même enseigne, dans un même espace, avec des gens, je dirais même de pervers. Vous avez recensé des cas de viol? Ah oui, écoutez, dans les sites, il y a beaucoup de victimes dans les sites. Les jeunes filles, les jeunes femmes sont victimes parce que aujourd'hui, les victimes ne peuvent même pas porter plainte parce que où porter plainte? La police est sur pied de guerre. Et des fois, les gens, les femmes, les victimes en Haïti, des fois, elles ont honte de se rendre dans des commissariats pour porter plainte. Et des fois, elles sont reçues, elles sont très mal reçues par la police, par la justice. Donc, c'est un problème aussi qu'il faut considérer lorsque on a des jeunes filles, de jeunes femmes, des adolescentes qui dorment à même le sol, mais aussi au milieu de jeunes gens, de jeunes garçons, des adultes, etc. Donc, c'est pas sécuritaire. Est-ce que l'Office de la protection du citoyen ne peut pas agir en ce sens? Bon, on a fait le premier pas, on a agi. On a fait le constat. On a sonné, on a tiré la sonnette d'alarme. On va envoyer le rapport comme l'exige et la loi portant organisation et fonctionnement de l'OPC. On va envoyer le rapport aux autorités concernées afin que les mesures soient prises. Donc on a commencé. Mais si toutefois nous voyons que rien n'est fait à ce propos, donc la loi nous donne, dans nos attributions, la loi nous dit que nous pouvons exiger au gouvernement et aux autorités constituées de prendre les mesures pour résoudre le problème. Et comme dernière question, magistrat Jean-Wilner Morin, quelles sont donc vos recommandations? Vous avez dressé le rapport, mais vous avez sûrement des recommandations à faire, notamment au Conseil présidentiel de transition, au gouvernement. Quelles sont ces recommandations?
Écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interventions des autorités, beaucoup d'interventions du gouvernement particulièrement, dans les sites. Il y a des interventions des ONG aussi dans les sites. On envoie des plats chauds, des kits alimentaires, et même des kits d'hygiène. Bon, pour moi, c'est une action à féliciter parce que, quand bien même, ils ont une pensée pour les déplacer. Mais nos recommandations, les actions humanitaires ne suffisent pas. Oui, on doit porter assistance à ces personnes immédiatement, ponctuellement, pendant qu'ils sont dans cette situation. Mais cependant, ce n'est pas uniquement l'action humanitaire, l'intervention humanitaire. Le problème doit être, on doit résoudre le problème en amont. C'est-à-dire, aujourd'hui, la cause de ces déplacements, c'est l'insécurité. Maintenant, si on n'apporte pas une solution, si le problème n'est pas résolu, la question de l'insécurité n'est pas résolue, on aura beaucoup plus de déplacés. Et permettez-moi de vous dire en conclusion, aujourd'hui on a Delma, disons une partie. Alors je dis Badelma est aujourd'hui jusqu'à 31, 33. Vous voyez, maintenant les gens sont à Keskov, ils sont en train de penser à envahir d'autres zones de proximité de Keskov. C'est-à-dire, on ne sait pas quand est-ce que Port-au-Prince, dans son ensemble, le département, bon, je ne dis pas le département de l'Ouest, mais la zone métropolitaine dans son ensemble sera sous le contrôle total des gangs. Donc c'est inévitable à vous entendre. Non, je n'ai pas dit inévitable parce que jusqu'à présent nous avons des autorités et j'estime que ces autorités ont la volonté de résoudre le problème. Mais la volonté ne suffit pas, il faut forcer. Il faut prendre les mesures fortes avec des moyens forts pour résoudre le problème. Parce que, écoutez, la police c'est une force légale. L'armée est une force légale. Donc ces deux forces légales doivent se mettre ensemble dans un plan vraiment bien ficelé, bien élaboré, avec des stratégies scientifiques pour faire échec aux gangs. Il faut donc de mesures fortes pour enrayer la sécurité. Magistrat Jean-Wilner Morin, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est à moi de vous dire merci. Voilà donc les propos du protecteur du citoyen, le magistrat Jean-Wilner Morin. Il était l'invité de Métronos ce soir. Avec lui, on abordait la situation des déplacés internes à cause de cette violence des gangs. Merci de votre fidélité à Métro News. Toujours concernant le nombre de déplacés, l'OIM recense plus de 51 000 déplacés dans le département du Centre. Entre le 31 mars et le 17 avril 2025, plus de 51 000 personnes ont été déplacées dans les villes de Mirebalais et de Sodo, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, s'appuyant sur les données de l'Organisation internationale pour les migrations. Ces déplacements forcés font suite aux attaques violentes menées par le groupe armé Vivre Ensemble dans ces deux communes du département du Centre. Toujours dans ce chapitre, les déplacés internes en raison de l'insécurité dénoncent la détérioration continue de leurs conditions de vie dans les abris provisoires. À cette extrême précarité dans les camps de fortune s'ajoute la hausse quotidienne des cas suspects de choléra. Exposés à cette épidémie, favorisés par des conditions d'hygiène défaillantes, ils lancent un appel à l'aide aux autorités. Une équipe de Télémétropole s'est rendue dans l'un de ces centres touchés par la bactérie. Suivez ce reportage de Richie Fortuné et de Claude Désir. Chaque nouveau territoire perdu augmente le nombre de déplacés dans les centres d'accueil. Déjà débordé, le local de l'OPC à Bourdon est au bord de la saturation. La promiscuité dans ce centre, les mauvaises conditions sanitaires mêlées aux récentes intempéries qui se sont abattues sur la capitale provoquent une résurgence des cas de choléra. Le constat est alarmant. Choléra, c'est une. Nous pas qu'à joindre de l'eau traitée, nous pas qu'à joindre de l'eau pour nous servir. Parfois, les tuyaux en vini, à problème. De l'eau à nous prendre comme de l'eau tuyau pour nous servir.
l'eau n'est pas tellement confortable pour nous servir avec. Nous demandons pour l'État prendre en charge, prendre nous en charge pour aider nous. Parce que si par exemple nous malades là, li pire mal pour nous, nous dehors, nous mal dormi, nous mal mangé. Mais si nous venons malades là, li pire mal. Selon des chiffres disponibles, ce centre d'accueil est le plus touché par le retour en force de cette épidémie. Pourtant, aucune mesure particulière n'a été prise pour faire face à ces cas, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Conscient du risque, ces victimes rencontrées sur place se lamentent. Même là, nous pas gagné, même là, nous demandons comme n'acheter Clorox, nous simer à terre, nous désinfecter à terre. Mais le problème qui est, nous à terre là, pas de monde qui pense pour nous à terre là. Parce que là, il n'est pas bon. On prend de l'eau à terre, on prend de l'eau en l'air. Il comme 2 heures, 3 heures, nous ne pouvons pas dormir. Pour que ça, et tout le monde est là, caillou. Mais ça n'est pas bon. Ça, c'est misère. Bon, moi, presque Kokobé Freddy. L'eau, je suis à l'air pour me lever son bon, pour me lever comme ça. Et j'ai un monde qui a 52 ans. Avec un beaucoup grand monde pour me dire que Kokobé. Bagay ça, nous pas la donne. Bagay choléra, nous pas non, dit tout. Pas non, c'est celle qui me dit on partit. Moun te passe là, te ba chaque monde, yon ti fait l'opéra. Et pas l'opéra non, aquatable, ça seulement. Oui, nous avons monde qui gagne là, mais ils prennent à l'hôpital avec eux. Mais nous ne pas vivre bon, nous pas vivre bien. Parce que côté nous prendre de l'eau à côté de nous, c'est là, bien, tout bagage c'est là, ils payent. Grille vert a monté et nous avons petit monde. Bon, moi-même, j'ai un petit bébé avec 3 petits monde. Mais 3 petits monde, ça papa là même. Papa, il mourit là, fait bagage ça, tout. L'augmentation du nombre de déplacés rend les quelques efforts consentis par les responsables du centre pour venir en aide à cette population totalement vains. Membre du comité de gestion du site, Junior appelle les autorités à l'aide. La maladie choléra a remonté encore, spécialement dans le site OPC. C'est presque chaque jour qu'on a découvert 2-3 cas. Dans ce sens, on a profité de micro-métropole là pour nous dire, pour nous lancer un message à l'État haïtien, spécialement au ministère public, ministère de santé publique, pour venir nous dans OPC parce que nous vraiment dépassé chaque jour c'est 2-3 cas choléra. Pour le moment, nous ne pouvons pas avoir de chiffres parce que nous doit abdominer la bio du mais petit bébé ça vomi, mais tel a vomi, matin là encore les consacrés les 116, ils prennent pas 2 heures de temps et puis ils venir. Les récits venus, comme ça, le comité a fait diligence pour un monde mettre sous moto et puis tout aller dans la paix avec eux. Si des agents du MSPP et d'autres ONG focalisés sur le domaine sanitaire sont remarqués dans ces sites, leurs interventions sont très limitées. Des cas suspects sont également recensés dans d'autres camps de fortune, mais difficile de trouver des responsables du ministère de la Santé publique pour obtenir des chiffres relatifs à ce dossier. Autre information, l'analyste Wessner Désir fustige l'élite haïtienne qui s'est montrée complice des États-Unis pour détruire Haïti. Elle explique que l'occupation américaine a constitué un tournant qui a entraîné le remplacement de l'élite locale par des individus qui n'avaient aucun lien charnel avec le pays. Wessner Désir était invité à la rubrique Le Point ce mardi. En correspondance que Charles Maurice Périgord de Talleyrand, qui est ministre des Affaires étrangères de Napoléon, écrit à Louis-Marie Thuot pour demander à l'administration américaine d'adopter des mesures punitives contre nous parce que nous faisons ça là. Non, lettre ça pour là. Côté monsieur mandé pour prendre sanction contre nous. 28 janvier 1806, États-Unis a adopté un embargo contre Haïti. En quel bateau qui pavillon d'Haïti, pas de droit et elle fait comme ça en quel côté. 9 mois plus tard, ils ont assassiné Papa Nation. De janvier à octobre, ils ont assassiné Papa Nation. Ça veut dire Bono, et depuis là, ça, Claude Moïse Gonjan dit que nous entrons dans une dynamique, pas jamais entendre deux franges dans l'élite, les anciens et les nouveaux libres. Les anciens, c'est les gens qui étaient libres avant 1793. Nouveaux, c'est les gens qui sont libres à partir de 1793, mesure que Santonax, léger félicité de Santonax, tu prends, au son j'ai bazar. 30 000 fusils, c'est pas arrêté bazar. Donc moi, je dis tout ça pour me dire que ça m'a dit là, c'est pas en vue de l'esprit, nous bagaille, thèse complotiste. Non, m'a fait, mais c'est pour thèse complotiste. Il y a une bonne référence historique pour me chita que
l'Occident n'a jamais pardonné ça ne t'est fait là, parce que la révolution haïtienne que remettait en question l'ordre économique mondial. Pas venir comprendre que et le ça la révolution industrielle était dans phase de balbutiement. Donc pas venir dire nous mettons ordre économique mondial pour dire que tout le monde qui était ordre temporel croiser et puis qui doit pas agir comme si de rien n'était. L'ancien député de Marigot, Deus Deronette, dénonce la dégradation de la situation sécuritaire à Keskov, unique zone frontalière du Sud servant de couloir pour le ravitaillement vers Port-au-Prince. Il alerte entre autres sur le calvaire quotidien des paysans pris au piège entre insécurité et isolement. Parallèlement, M. Deronette, également coordonnateur du Conseil national de symposium sur la gouvernance, plaide pour un dialogue social en vue d'enrayer la montée en puissance des gangs. Il rejette le projet de décret instaurant un budget de guerre, estimant qu'il ne permettra pas de contrer efficacement les agissements criminels. Les explications de Deus Deronette. Dernière alternative nous avons, c'était route Keskov qui permet de nous tomber Séguin et tomber Marigot pour tout le monde faire grand sud de la net. Et alternative ça allait venir bloquer et que je pense que ça vient faire comprendre nos bagages. Blocage qui passe qui arrive un peu partout dans l'ouest, il fait comprendre nos bagages. Il fait comprendre que par quel côté nous établit injustice indéfiniment et que pour mon vivre en paix. Parce que ça qui vient là, c'est à cause de toute injustice nous établit dans le pays depuis tout le temps. Et c'est à cause de nous toujours peur pour nous revendiquer ou bien pour nous dénoncer à cause de conséquences. Parce que dénoncer, nous pas dénoncer, c'est conséquences nous peur pour nous pas mourir. Budget de guerre, s'il y a un budget de guerre, son budget qui pour commencer, mettez l'argent dans la protection sociale. C'est un l'argent pour commencer dit combien Haïtiens moi vous fait, je dis 5 500 000 ou bien 6 500 000 qui dans la fin, c'est commencer avec comment vous bailler manger. C'est pas plus munitions pour nous acheter, c'est pas que la guerre pour nous faire personne d'ailleurs. Haïti pas en guerre. Nous mettez guerre civile. Donc Haïti pas en guerre avec une nation qui envahit. Haïti nous avons des pôles qui a boumé entre eux, des pôles, des hommes d'affaires, des hommes politiques, des groupes rivaux, eux même qui a boumé entre eux. Donc c'est la négociation pour résoudre ce bagage là. Accepter que nous jouons un monde qui est capable, entité qui est capable pour faire une négociation, charger le pays sur la tête dans une situation ça qui fait une négociation et une solution. Aujourd'hui, la voie, c'est la négociation. Si il y a un budget de guerre, ça c'est à faire passer péter. Parce que nous allons mobiliser les peuples, nous allons commencer à camper dans la rue, nous allons commencer à réclamer ça doit faire pour permettre de nous vivre. Combien de monde qui peut mourir encore? Combien de policiers, combien de soldats pour tomber encore? Combien de territoires pour perdre encore? Combien de nous-mêmes qui pourront courir quitter nous encore? Avant que vous aussi comprennent que la voie qu'il faut suivre, c'est la voie de la négociation. Pour refermer la page nationale de Metro News ce mardi, lors d'une cérémonie solennelle à l'ambassade de la République de Chine-Taïwan, l'ambassadeur a honoré l'ancien ambassadeur d'Haïti en Chine, Rudy Stanley Penn, pour son implication dans le renforcement des liens diplomatiques entre les deux pays. Monsieur Penn a été décoré de l'ordre de l'étoile brillante avec grand cordon, l'une des plus hautes distinctions taïwanaises, en reconnaissance de sa sagesse diplomatique et de ses efforts pour faire avancer la coopération entre les deux nations, a souligné l'ambassadeur Hu. Lors de cette cérémonie, déroulée en présence des conseillers présidentiels Louis-Gérald Gilles et Smith-Augustin, entre autres, suivez les discours de circonstance de l'ambassadeur Hu et de M. Penn. Monsieur l'ambassadeur, grâce à votre travail, les liens entre Haïti et Taïwan se sont renforcés à travers des projets concrets, des échanges humains et une coopération fondée sur la solidarité et le respect mutuel. J'ai été aussi personnellement impressionné par votre chaleur humaine, votre simplicité et votre ouverture d'esprit quand nous nous étions rencontrés à plusieurs reprises à Taïwan. Vous avez incarné avec dignité la voix d'Haïti tout en bâtissant jour après jour des ponts d'amitié entre nos deux peuples. C'est donc avec un immense plaisir
que je vous remets au nom du gouvernement taïwanais cette distinction de l'ordre de l'étoile brillante avec grand cordon. En vous remettant cette décoration, Taïwan rend hommage non seulement aux diplomates, mais aussi à l'homme de cœur que vous êtes, à votre capacité d'écoute, à votre sens de l'humain et à votre détermination à servir votre pays avec honneur. Puisse cette décoration être le reflet du respect que Taïwan vous porte et le témoignage de l'amitié profonde qui unit nos deux nations. Pour finir, je vous adresse, Excellence, mes plus sincères félicitations et je vous souhaite tout le succès dans la suite de votre parcours. Vive la République d'Haïti, vive la République de Chine, vive l'amitié entre nos deux peuples. Merci un pile. Excellences, Mesdames et Messieurs, recevoir aujourd'hui cette distinction est une marque de reconnaissance que j'accueille avec humilité. C'est aussi un encouragement à continuer à servir mon pays avec conviction, passion et loyauté partout où le destin m'appellera. Je dédie cet honneur à tous ceux qui croient, dans l'ombre ou dans la lumière, que la diplomatie est un outil de solidarité, de dignité et d'espérance pour les peuples. Je veux également remercier feu le président Jovenel Moïse qui m'a offert cette opportunité unique de diriger l'une des missions diplomatiques les plus importantes du pays, notamment pour son administration. Quant à Taïwan, je renouvelle le profond attachement du peuple haïtien et l'assurance de notre amitié indéfectible. En tant que diplomate, citoyen engagé, je resterai un ambassadeur des valeurs partagées que sont la démocratie, la liberté et la dignité humaine. Merci pour cette reconnaissance. Merci en pile. Chichié. Vive Haïti, vive Taïwan. Cette édition de Metro News touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel de l'essentiel de l'information développée ce 22 avril. Plus de 13 millions de dollars américains déjà dépensés en moins de 6 mois pour la sécurité, mais les résultats tardent. Depuis l'arrivée de Ramon Ormil à la tête de la PNH, des millions ont été alloués à l'achat d'armes et aux opérations sur le terrain. Pourtant, les gangs continuent de semer la terreur et l'insécurité s'aggrave. À Port-au-Prince, la crise humanitaire a provoqué le déplacement de plus de 1,2 million de personnes qui vivent désormais dans la précarité. L'OPC tire la sonnette d'alarme. Le protecteur du citoyen appelle à un sursaut national en faveur des déplacés. Parallèlement, dans le département du Centre, l'OIM recense plus de 51 000 déplacés entre le 31 mars et le 17 avril 2025 dans les villes de Mirbalais et de Sodo. Des chiffres repris par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. C'est ainsi que nous refermons la deuxième édition de Metro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.